Salut tout le monde, aujourd'hui on va plonger dans un sujet qui honnêtement transforme souvent l'heure des devoirs en véritable champ de bataille à la maison. On parle bien sûr de la dysgraphie. Le but de notre petite exploration du jour, c'est de devenir de véritables détectives pour mieux repérer et comprendre ces fameuses difficultés d'écriture. Parce que, soyons honnêtes, face à un cahier rempli de ratures, la première réaction, c'est souvent de l'incompréhension. On entend parfois des phrases du genre c'est juste de la paresse » ou c'est un manque d'application », mais on doit vraiment briser cette idée reçue. Il faut valider cette frustration intense qu'on ressent pendant les devoirs. Cette écriture brouillonne, en fait, elle cache très souvent un véritable trouble d'apprentissage qui mérite toute notre attention. Alors, voici notre plan d'action pour y voir plus clair. On va d'abord aller au-delà de la simple mauvaise écriture, puis on observera l'enfant en action, on parlera de l'impact crucial de la posture assise, des indices laissés sur le papier, et enfin, on finira par le test d'évaluation BHK. On commence tout de suite avec notre première partie, au-delà de la mauvaise écriture, pour bien saisir la réalité de ce trouble. Le point de départ absolu, c'est de bien définir à quoi on a affaire. La dysgraphie, c'est pas juste mal écrire, c'est une vraie réalité neurologique et psychomotrice. En gros, le cerveau et les muscles n'arrivent pas à s'entendre pour rendre le geste d'écrire automatique. Et le résultat, l'enfant doit fournir une énergie monumentale à chaque instant. Ça crée un épuisement cognitif massif, et ce, alors même que les capacités intellectuelles sont parfaitement intactes. C'est vraiment important de le rappeler. Et pour donner un ordre d'idée de l'ampleur du phénomène, eh bien ce trouble d'apprentissage persistant touche environ 10% des enfants d'âge scolaire. Donc si on ramène ça à une échelle qu'on connaît bien, statistiquement, c'est 2 à 3 élèves dans chaque salle de classe. C'est loin d'être rare, hein ? Alors attention, il y a un piège classique dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de confondre dysgraphie et dysorthographie, c'est super fréquent. La dysgraphie, comme on le disait, c'est un problème moteur et spatial, ça se voit avec une mauvaise tenue du crayon ou des lignes complètement chaotiques. De l'autre côté, la dysorthographie, c'est un enjeu purement linguistique. L'enfant va écrire un mot exactement comme il l'entend, sans appliquer les règles de grammaire. Ce sont vraiment deux batailles totalement différentes. Passons à notre deuxième partie, observer l'enfant en action. C'est là que notre travail de détective corporel commence. En fait, les premiers signaux d'alerte corporelle évoluent pas mal avec le temps. Dès la maternelle, ça peut prendre la forme d'un refus catégorique, une vraie aversion pour tout ce qui est dessin ou coloriage. Ensuite, avec l'entrée en primaire, le rythme s'accélère et là, on va remarquer une lenteur extrême au moment de copier les leçons. Au final, ça se transforme en une fatigue hyper visible au point que l'enfant peut même se plaindre de véritables douleurs au poignet. Et si on zoome un peu sur la façon de tenir le stylo, il y a deux grands profils qui ressortent à cause de cette mauvaise coordination. D'un côté, on a l'hypertonie. La prise est ultra rigide, crispée au point de faire mal. De l'autre, c'est l'hypotonie. Un manque total de tonus musculaire, le stylo glisse et tombe tout le temps. Dans les deux cas, le corps n'arrive tout simplement pas à soutenir l'effort physique sur la durée. Troisième étape de notre enquête, l'impact de la posture assise. Et oui, on parle des fondations même du mouvement. C'est fou quand on y pense, mais l'écriture dépend énormément du développement global du corps. Prenons par exemple ces fameux réflexes archaïques. Imaginons le réflexe de Landau, qui apparaît normalement vers 3 ou 4 mois. S'il n'est pas bien intégré par le système nerveux, l'enfant n'aura pas le tonus axial nécessaire juste pour se tenir droit sur sa chaise. Pareil pour le réflexe tonique asymétrique du cou. S'il est mal intégré, la coordination entre la tête et le bassin est mauvaise. Ce qui nous donne un enfant qui bouge tout le temps et qui n'arrive pas à rester en place en classe. Parce qu'au fond, l'écriture ne commence pas dans la main, elle commence dans le dos. Sans un tronc et une posture bien stable, le haut du corps et les bras ne peuvent absolument pas bouger avec fluidité. Du coup, c'est le corps tout entier qui est obligé de compenser. Et ça, c'est terrible, parce que ça vient directement parasiter et aggraver les troubles du graphisme dont on parlait. Ce qui nous amène à notre quatrième partie, les indices laissés sur le papier. On va littéralement décrypter l'encre sur les pages. Et pour ne pas s'en remettre qu'à notre intuition, les professionnels s'appuient sur des outils bien précis. Le plus connu, c'est le test BHK. C'est une échelle d'évaluation très rapide et super standardisée, qui est surtout utilisée par les psychomotriciens et les ergothérapeutes pour les enfants du CP au CM2. Et ça nous plonge directement dans notre cinquième et dernière partie, le fameux test d'évaluation BHK en lui-même. La mécanique de ce test est vraiment bien pensée. L'enfant a pour consigne de copier un texte pendant exactement 5 minutes. Ce texte n'est pas choisi au hasard. Il commence avec des petits mots d'une seule syllabe très simple et devient de plus en plus difficile. Le thérapeute va d'abord compter tous les caractères écrits pour évaluer la vitesse globale, avant de partir à la chasse aux 13 critères visuels de dégradation. Alors, qu'est-ce qu'on cherche exactement ? Voici la première série de critères que les parents peuvent d'ailleurs repérer à la maison. On parle d'une écriture vraiment trop grande ou alors d'une marge à gauche qui dévie petit à petit vers la droite.
On peut aussi voir des lignes qui ondulent et refusent de rester à l'horizontale, ou des mots tout serrés sans espaces normaux. Globalement, ça donne un aspect très chaotique. Et ça, c'est un énorme signal d'alarme d'une organisation spatiale qui est en grande souffrance. Et la liste continue avec des détails encore plus fins. Les pros vont vérifier s'il y a des collisions entre les mots ou des lettres carrément mal formées, limite ambiguës, qu'on peine vraiment à déchiffrer. Ils regardent aussi les proportions, par exemple entre les majuscules et les minuscules. Mais l'un des indices les plus révélateurs, c'est de voir des lettres qui sont sans arrêt retouchées, ou des lignes qui tremblent. Ça crie littéralement l'effort démesuré que l'enfant fournit juste pour stabiliser son stylo. D'ailleurs, il y a des études super intéressantes sur le sujet. En analysant des centaines d'écritures, les chercheurs ont découvert que, peu importe les autres troubles de l'apprentissage de l'enfant, que ce soit de la dyslexie ou un déficit de l'attention, il y a 2 critères du test BHK qui sautent systématiquement aux yeux. Ce sont les lignes non planes et l'écriture chaotique. C'est vraiment le dénominateur commun, le marqueur universel de la souffrance graphique. Bref, si on doit retenir une chose de cette enquête, c'est que la dysgraphie, c'est beaucoup plus complexe qu'une simple mauvaise écriture. C'est un véritable handicap. Et parce que ça touche à la fois la posture et la motricité fine, on ne peut pas régler ça tout seul. Ça demande un vrai bilan pluridisciplinaire en coordonnant les efforts des ergothérapeutes, des psychomotriciens et parfois même des orthophonistes. Ce qui nous amène à la question finale. Comment est-ce qu'on peut au quotidien soutenir au mieux ces apprenants ? Eh bien, savoir repérer tous ces petits indices de notre côté, c'est la toute première étape indispensable. C'est ce qui permet d'aller voir les bons professionnels et de mettre en place des aides à l'école, comme un PAP ou un PPS. Au fond, imaginons si, la prochaine fois qu'on tombe sur un cahier plein de ratures, au lieu de s'agacer de penser à un manque d'effort, on y voyait plutôt la clé pour changer complètement la trajectoire scolaire d'un enfant. Ça donne à réfléchir, non ?